Donc, je vais vous présenter un travail que j'ai effectué durant ma thèse et que j'ai fait au sein de l'équipe de Michaelis d'abord, qui ensuite, une partie a évolué en Metagenopolis, et donc qui a été faite en collaboration avec l'équipe de Duško-Erlich sur le projet MetaHit, mais aussi avec Pierre Renaud, donc notamment sur l'aspect de compréhension des métagénomes, donc des flores complexes, que ce soit dans la flore intestinale humaine, mais aussi dans la flore fromagère. Je ne vais pas parler de la flore fromagère, parce que ça sera redondant en fait avec la flore intestinale, on peut faire exactement la même chose. Donc là, je vais vous présenter le concept d'espèces métagénomiques, et je vais ensuite le montrer dans le contexte du projet MetaHit, qui est donc l'analyse de la flore intestinale humaine chez l'homme, pour essayer d'évaluer en fait des associations entre le microbiote et certains phénotypes comme l'obésité ou le diabète de type 2 par exemple. Donc ici, on va parler d'écosystèmes microbiens, et donc on va s'intéresser notamment à essayer de caractériser cette flore. Et donc il faut savoir que selon l'écosystème qu'on va étudier, on va avoir une complexité qui va être différente. Donc il y a certains écosystèmes comme le fromage par exemple, ou les minacides, qui ont une complexité, donc un nombre d'espèces bactériennes par exemple, qui est inférieur, voire largement inférieur à d'autres écosystèmes, comme par exemple le sol ou les océans. Et donc de ce fait, le problème n'est pas tout à fait le même. Dans la mesure où on va avoir différents types d'organismes avec un certain nombre d'espèces différentes à chaque fois. Et donc là, la question c'est combien y a-t-il d'organismes qu'on peut trouver à chaque fois, et quel type d'organisme on va trouver à chaque fois. Donc ici, je vais parler de flore microbienne et notamment de certains micro-organismes qu'on va pouvoir plus étudier avec la métagénomique. Donc majoritairement, ça sera des bactéries dans le contexte de la flore intestinale humaine. Et apparemment, dans beaucoup d'écosystèmes, ce sont donc les bactéries qui se retrouvent assez majoritaires. Mais on a également d'autres micro-organismes que l'on va pouvoir évaluer, visualiser, comme les archées. Certains eucaryotes unicellulaires, comme des protistes, comme Blastocystis hominis par exemple, dans la flore intestinale, et certains champignons. Donc là, la question, c'est d'essayer de savoir quel outil on va pouvoir utiliser, comment les détecter dans les différentes flores qu'on va étudier. Donc les méthodes classiques de caractérisation de ces micro-organismes, c'est donc de prélever une flore, donc par exemple la flore intestinale, et d'essayer de les mettre dans des milieux de culture en laboratoire, donc enrichis en certains nutriments, ce qui va nous permettre d'avoir des colonies, et donc après de extraire l'ADN de ces colonies pour ensuite faire du séquençage et donc avoir un génome associé à cet organisme qu'on a isolé. Donc un isolat dans une flore. Donc ça c'est très avantageux parce que de cette manière on a isolé directement un organisme et de ce fait ça devient plus simple par la suite de faire du séquençage et de la notation et de l'assemblage même, puisque donc l'on a caractérisé, on a isolé juste un micro-organisme en théorie. Et donc ça va permettre également de faire de la caractérisation macroscopique et génotypique. Le problème c'est que ces approches-là ne donnent une vue partielle des flores, parce qu'il se trouve que la plupart des micro-organismes dans les flores complexes, comme la flore intestinale, sont très difficiles à cultiver actuellement. Donc c'est pas impossible, c'est juste que pour certaines, et il y a apparemment dans la flore intestinale la quasi-majorité, on ne connaît pas encore tous les mécanismes qui nous permettent de les cultiver de manière efficace, même si c'est possible. Il faut juste savoir comment faire. Donc il y a une alternative à ça, c'est donc la métagénomique. Et donc ici je vais parler plus précisément de la métagénomique quantitative. Et donc cette méthode en fait, elle se base sur le séquençage de tout l'ADN que l'on a dans une flore, en utilisant des séquenceurs ADN. Et donc moi je vais parler ici des séquenceurs de deuxième génération, comme le Illumina ou le Solid, bien qu'il existe d'autres types de séquenceurs. Mais pour la présentation, ici, je vais parler que de ce type de séquenceurs qui ont une particularité. Et donc je vais vous présenter ça tout de suite en appliquant dans le contexte de MetaHit. Donc la première étape, c'est de récupérer un échantillon de flore. Donc on récupère, par exemple dans le cas de MetaHit, c'est des fesses qui sont récoltées,
et on va extraire l'ADN. Donc le protocole d'extraction de l'ADN, selon les flores, selon ce que l'on veut voir, sera peut-être un peu différent. Et dans le contexte de Meta8, et donc Joël Doré notamment a mis en place un protocole et ses collaborateurs pour optimiser donc les extractions de l'ADN et pour essayer d'avoir un maximum de l'ADN qui est contenu dans ces flores. Et donc dans le projet Meta8, à l'époque où j'avais fait ma thèse, on avait déjà l'équivalent de 1000 échantillons qui avaient été isolés, récoltés d'individus. Donc il y avait des individus obèses, notamment, et des individus maigres, puisque à l'époque, la question était de savoir est-ce qu'il y a des micro-organismes qui sont plus présents chez les maigres que chez les obèses. Donc la deuxième étape, c'est que ces échantillons, après avoir extrait l'ADN, on va les séquencer directement au sein des séquenceurs. Dans notre cas, ce sont des séquenceurs de seconde génération. Ici, c'est une photo du solide Wildfire, je crois. Et donc, il y a également d'autres séquenceurs, comme le séquenceur Illumina, qui est peut-être qui est plus populaire. Et donc, le problème et l'avantage de ces séquenceurs, c'est qu'ils vont tout séquencer, sauf que ils vont tout séquencer, mais ça sera très fragmenté. Et donc les fragments, donc il y aura des millions de fragments. Dans le cas du projet Meta8, on a demandé à chaque fois à avoir à peu près 50 millions de courtes séquences générées pour chaque échantillon. Et donc il se trouve qu'on a 50 millions de pièces qui sont comprises entre 35 et 100 nucléotides de taille, qui sont donc mélangées. Et théoriquement, ce mélange contient toutes les molécules d'ADN que l'on trouve dans la flore que l'on étudie. Et donc là, la question, c'est d'essayer de savoir comment caractériser ces courtes séquences. Donc il y avait une présentation tout à l'heure qui a montré que même si c'est trop petit, on peut quand même travailler dessus, on peut faire de la notation. Ça, c'est intéressant de faire de la comparaison avec des banques de données connues. Donc là, il y a deux manières de faire. La première, c'est effectivement comparer avec des banques de données connues, ce qui va nous permettre d'annoter ces rythmes. Et donc d'avoir une première évaluation de la composition. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout quand la flore est très caractérisée, on va pouvoir caractériser un maximum de ces séquences, puisqu'on a a priori isolé beaucoup de micro-organismes. Le problème, c'est que dans certaines flores, comme je vous ai dit, il est difficile d'isoler et donc de séquencer les micro-organismes. Et comme dans la flore intestinale humaine, il se trouve que on estime que 70%, même si ça a sûrement diminué entre-temps, des micro-organismes n'ont pas encore, des espèces qui sont présentes dans la flore intestinale, n'ont pas été encore séquencées. Ce qui fait que si on utilise les banques de données actuelles pour essayer d'annoter, aligner, quantifier ces séquences, on va sûrement avoir beaucoup de pertes. Donc il y a une autre alternative, c'est d'essayer de prendre ces courtes séquences et de faire de l'assemblage, c'est-à-dire qu'on va les aligner les unes entre elles, et d'essayer d'augmenter leur taille, ce qui va peut-être nous permettre de faciliter leur annotation déjà dans un premier temps, puisque quand on a des fragments un peu plus grands, on va peut-être pouvoir mieux annoter, mais surtout ça va nous permettre d'avoir donc des fragments qui sont représentatifs de la flore qu'on étudie. Donc là, c'est ce qu'on appelle des contigues, quand on aligne des courtes séquences en fragments, donc on a une première étape de contigage, et si en plus on a un séquençage en mode PRN, c'est-à-dire qu'on a les bornes en fait, du fragment sans l'insert, donc ça c'est pour les gens qui sont dans le domaine, on va pouvoir avoir des fragments qui sont reliés avec une distance qui est connue, mais dont le contenu est inconnu. Donc on a ce qu'on appelle des scaffolds. Et donc ce catalogue de fragments, il est très intéressant parce qu'il est représentatif de la flore qu'on étudie. Donc en théorie, cet assemblage de fragments correspond à ce que l'on veut voir, sauf que ça reste encore un mélange. Et donc là, on a toujours le même problème de caractérisation. À quoi correspondent ces contigues? Sont peut-être plus grands, mais on a toujours cet inconnu. Et donc, dans le projet Meta8, ils ont fait ce travail d'assemblage de ces courtes séquences pour essayer de faire un catalogue qui soit le plus représentatif de la flore qu'on étudie, de cette flore intestinale. Et donc, ils ont généré, à l'époque, un premier catalogue de plusieurs millions de fragments, qui ensuite, ils ont fait des prédictions de gènes à l'intérieur, parce que ce qui les intéressait, c'était les fonctions, essayer d'associer des fonctions avec des phénotypes. Donc, ils avaient 3,3 millions de gènes à l'époque, et donc, durant ma thèse, ils ont séquencé plus d'échantillons. Et ils ont un peu augmenté ce catalogue pour être encore un peu plus exhaustif de la flore intestinale. Et ils ont donc augmenté à 3,9 millions de gènes. Donc l'étape suivante, c'est
la quantification. Donc, je vous ai parlé de la métagénomique, maintenant on arrive dans la métagénomique quantitative. Ces fragments, donc ces contigs ou scaffolds ou ces rides, on peut essayer de quantifier donc soit les génomes quand on les a, soit les fragments qu'on a réassemblés, et on essaie de les quantifier dans les individus. Donc ici, chaque colonne est un individu. C'est un peu comme ce que Morgane vous avait présenté tout à l'heure, où donc on a l'individu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on essaie de compter chacun des objets qu'il y a soit dans le catalogue, soit dans les génomes. Par exemple, génome 1, on ne le voit pas dans l'individu 0, individu 1, on le voit 36 fois dans l'individu, etc. Donc on peut quantifier des génomes, ou des contigs, ou des gènes. Et donc de là, on a une matrice de comptage qui va nous permettre de savoir donc, quelle est l'occurrence, donc la présence, de chacun des fragments dans les différents individus. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'à la fin, si par exemple on a deux groupes d'individus, phénotype 1, phénotype 2, maigres, obèses, on va essayer de savoir quels sont les fragments qui sont plus présents chez les maigres que chez les obèses. Et de ce fait, on va avoir une liste de fragments, gènes, ou fonctions, ou génomes, qui sont plus présents dans un type d'individu que l'autre. Donc le problème ici, c'est que dans le contexte de la flore intestinale humaine, quand on veut utiliser les génomes de référence pour essayer de caractériser, détailler le contenu de cette flore, on peut aligner que 40% des séquences en général. Alors il y a effectivement une part de séquences qui sont de mauvaise qualité, mais dans les derniers séquenceurs, on estime que c'est autour de 10-15% des séquences qui sont de mauvaise qualité et qu'on ne peut rien faire avec. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse quantité de séquences qu'on n'utilise pas et qui peut être importante dans l'analyse que l'on fait. Et l'autre chose, c'est que si on fait de l'assemblage de ces courtes séquences en fragments, alors là, on a quelque chose qui est effectivement représentatif du milieu, et quand on va aligner les courtes séquences dessus, on va atteindre 80-90% d'alignement, donc là, on est très bon. Par contre, on reste toujours dans l'inconnu parce que ces fragments, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et en plus, ils sont fragmentés. Donc on imagine un nouveau génome qu'on n'avait jamais isolé à l'époque, qui est fragmenté en des milliers de pièces. Et de ce fait, ça devient compliqué de faire des analyses statistiques, puisque plus on a de pièces à analyser en association, plus on va perdre en performance d'association. Comme vous savez, en statistique, il faut faire des corrections à chaque fois avec le nombre de tests qu'on fait. Et donc, plus on a de fragments, plus on va devoir corriger, et on va peut-être perdre le signal qui nous intéresse. Quels sont donc les organismes ou les parties d'organismes qui sont associés au phénotype. Donc, le deuxième problème, c'est que même si on a un catalogue exhaustif, il reste trop fragmenté encore pour pouvoir, comme quand on a des génomes, faire des études d'association. Donc, durant le travail de thèse, on avait comme objectif d'essayer de réduire la complexité des catalogues qui sont exhaustifs de la flore qu'on étudie pour générer des clusters de fragments. Donc dans notre cas, ce sont des gènes, puisqu'on a essayé de voir quelles sont les fonctions qui sont plus présentes dans un type d'individu ou d'autre. Donc on va essayer de regrouper ces gènes en clusters, et a priori, on espère que ces clusters correspondent aux différentes espèces que l'on va étudier. Donc on va essayer de passer d'un catalogue ultra fragmenté à des clusters qui vont donc être moins importants en nombre. Donc on a par exemple 3 millions et on va essayer de diviser par 1000 ou 3000, puisqu'en fait en moyenne, dans un génome, on a à peu près 2000 à 3000 gènes. On pourrait diviser ce catalogue par un facteur 2000 à 3000, de ce fait. Donc, ça, c'est donc tout le travail de test que l'on va effectuer. Je vais vous présenter donc la méthode qui va nous permettre de passer d'un catalogue de gènes à un catalogue d'espèces. Donc réduire le problème et ensuite donc de faire des études d'association. Alors, comment ça marche? Donc il se trouve qu'on a différents individus. Donc on a des individus maigres, obèses, mais c'est surtout en fait le contenu de leur flore intestinale qui est intéressante, puisque entre chaque individu et surtout dans la flore intestinale humaine, il y a des différences dans la composition. Il y a un certain nombre de bactéries qui sont présentes chez certains types d'individus et pas d'autres, et en plus, elles peuvent être beaucoup plus présentes dans certains types que dans d'autres. Donc il y a une histoire de présence et de quantité. Donc si on extrait l'ADN de chacun des individus, donc de leur flore intestinale, on va avoir un certain nombre de bactéries et de micro-organismes différents. Donc, par exemple, ici, les cercles correspondent aux bactéries, ici. Donc on voit que les bactéries rouges sont présentes ici et absentes ici. Et donc on va extraire l'ADN, puis le séquencer, et on aura donc des milliers de fragments.
Donc comme je vous ai dit, ces fragments, après, on peut les quantifier. Et donc on sait que par exemple le quantique 1 ou le gène 1 est présent dans cet individu, celui-là, 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 mais pas dans ceux-là. Et de ce fait, on va avoir comme une signature de la présence de ces bactéries dans les différents individus. Tous les gènes, en théorie, l'hypothèse est la suivante. Tous les gènes de la bactérie rouge devraient être présents chez les individus qui contiennent la bactérie rouge et absentes chez les autres. De ce fait, on va avoir une sorte de signature. Et on constate qu'il y a des gènes qui possèdent la même signature en présence et absence. Les bactéries rouges, ici, sont présentes de la même manière dans les différents individus. Et donc l'hypothèse de départ, c'est de dire tous ces gènes doivent faire partie de la même molécule car ils ont la même coabondance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer toutes les distances 2 à 2 de tous ces gènes pour ensuite regrouper tous les gènes qui ont la même signature en abondance, en présence et en absence. Et à la fin, donc l'hypothèse finale, c'est de dire que ces clusters sont en fait de coabondance, sont en fait donc des clusters de molécules, donc qui devraient être théoriquement inclus dans une même molécule. Et donc dans le cas de mon travail de thèse, il fallait nommer les choses pour que ça soit plus simple. Et donc on considère que des clusters d'espèces, donc puisque ce sont des mélanges, imaginons qu'une bactérie, la bactérie rouge, ça soit la version d'individu 1, 2, 3, 4, 5, on va avoir une sorte de pangénome de cette espèce. Au lieu d'avoir juste un génome, on va avoir un mélange de plein de souches de cette même espèce. Donc au lieu d'avoir une seule espèce, on va avoir un mix de plusieurs souches de cette espèce et on appelle donc ça espèce métagénomique. Donc la nature de l'objet est un peu différente de ce qu'on connaît. Donc c'est pour ça qu'on les a nommés différemment. Donc on les considère ici comme étant des espèces métagénomiques. Donc, maintenant je vais l'illustrer avec le catalogue Métaïte. Donc dans le catalogue Métaïte, on avait 3,9 millions de gènes. Et ces 3,9 millions de gènes, on les a comptés dans tous les individus qu'on avait. Donc là, je vous ai montré dans une toute petite partie un exemple. Chaque gène est compté dans les différents individus. Donc c'est la première étape. Ça nous fait une énorme matrice. Donc. La deuxième étape, c'est donc de faire le calcul de distance 2 à 2 de tous les gènes et de faire des clusters. Et donc ici, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, même si je vais en parler parce que je sais qu'il y a certains qui sont intéressés sur le clustering. Donc on a mis en place une méthode de clusterisation en fait, qui a déjà été décrite à l'époque, en 2000, par McCallum, qui s'appelle la méthode de clustering Canopy. Donc en fait, cette méthode, elle agit d'une certaine manière pour optimiser le calcul, parce que là, on est sur des matrices énormes, 3,9 millions de gènes. Et donc, il faut optimiser le temps de calcul, aller le plus rapidement possible pour essayer d'avoir des clusters cohérents. Donc, pour rentrer dans le détail de la méthode, ce qu'on fait, c'est qu'on va décomposer le problème. Au lieu de traiter toute la matrice et de faire toutes les distances 2 à 2, on va d'abord faire des sous-matrices. Donc, on va réduire l'espace en plusieurs paquets. Et chaque paquet, au lieu de le faire traiter sur une unité de calcul, puisque maintenant, dans chaque ordinateur que vous avez plusieurs unités de calcul, on va disperser donc ces sous-matrices à différentes unités de calcul. Plus vous avez d'unités de calcul, et plus donc vous allez travailler en parallèle. Donc la deuxième étape, c'est dans les sous-matrices, on va sélectionner une graine aléatoire. On va prendre un gène et on va décider d'évaluer quels sont les gènes qu'il y a en termes de corrélation. Donc ce sont des corrélations de Pearson. Quels sont ceux qui sont les plus proches en termes de coabondance. Et on va les agglomérer autour. La troisième étape, c'est de réduire la présence, donc le cluster d'abondance, présence et absence de chacun des gènes. Au lieu d'en avoir 3, si la bactérie rouge en a 3, on va la réduire au vecteur médian. Ce qui fait qu'on va diviser le nombre de calculs à comparer par le nombre de gènes qu'il y a dans un cluster. Et ce qui fait qu'à chaque étape, on va donc réduire le nombre d'objets à comparer, ce qui fait qu'on va converger. Donc on paralyse le travail et en plus on réduit le nombre de comparaisons, ce qui fait qu'on va aller de plus en plus vite. Je ne vais pas après rentrer dans les détails, mais ensuite on itère plus ou moins le calcul jusqu'à arriver à convergence. On a parcouru tous les gènes, on a tout traité, on s'arrête. Voilà. Donc si vous voulez discuter après de la méthode, je vais rentrer plus dans les détails avec vous dans les questions. Donc la troisième étape, c'est que pendant ma thèse, je me suis dit, d'accord, on a des clusters de gènes, mais ça serait intéressant de pouvoir reconstituer les génomes. Parce que il est possible, dans un individu, donc, de pouvoir revenir à la version du génome de l'individu 1. Donc je vous ai dit que les clusters
c'est un mélange de plein de souches d'une même espèce. Mais admettons, si on revient dans un individu, on pourrait revenir à la version dominante de cette souche, ou les deux souches les plus dominantes. Ce qui fait qu'on va réduire la complexité. Au lieu d'avoir une méta-espèce, on pourrait revenir sur une espèce ou une quasi-espèce. Donc là, je ne vais pas rentrer dans la méthode, mais ça aussi on l'a fait. Donc, on a un échantillon qui contient 50 millions de courtes séquences. On a un cluster qui contient des gènes. Et ces gènes sont inclus dans les contigs, pour ceux qui savent. Et les contigs sont inclus dans des scaffolds. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner ces rides sur ces contigs, et comme un filet en fait, qui est déployé, ces contigs vont attraper les rides. En théorie, tous les rides qui sont attrapés correspondent à l'espèce uniquement. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 50 millions de courtes séquences, on va faire comme un tamis, on va donc réduire le nombre de courtes séquences, et toutes celles qui vont passer le tamis, ou qui vont rester, c'est celles de cette espèce. Et toutes les autres qui ne se sont pas alignées correspondent à autre chose. Donc on a réduit la complexité à 50 millions de courtes séquences, à toutes les millions de courtes séquences qui correspondent juste à cette espèce. Et de ce fait, on passe d'un contexte de métagénomique à génomique, ou quasi-génomique. Et si on fait l'assemblage de ça, alors c'est quasiment un isolat. Et on a donc quasiment l'espèce. Donc ça, je vais essayer de vous démontrer par la suite que ça marche très bien dans certains cas, et parfois ça ne pourrait pas marcher. Ensuite, on évalue la qualité des génomes. Donc là, il y a beaucoup de blabla, mais en gros, ce qui est important de savoir, c'est que quand on soumet un génome dans les banques de données publiques, ils nous demandent parfois d'évaluer la qualité des génomes. Est-ce que les contigs sont suffisamment longs? Est-ce qu'il y a assez de couverture pour qu'on dise qu'il n'y ait pas trop de chimères? Et surtout, est-ce que le génome que l'on soumet, si c'est une bactérie ou une archée, ou un eucaryote, possède des fonctions essentielles qui correspondent donc à la vie? Combien y a-t-il de fonctions essentielles que l'on connaît comme étant toujours présentes dans les bactéries ou les archées? Et de ce fait, si on passe ces critères, alors on peut dire c'est un génome de bonne qualité. Donc, ça c'est ce qu'on a fait aussi, on a réassemblé les génomes et on a évalué la qualité en termes de longueur et de couverture et de fonctions essentielles. Et enfin, quand on sait qu'on a des génomes de bonne qualité, alors après, le jeu c'est de savoir à quoi cela correspond. Et donc de ce fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer avec des génomes connus. Sauf qu'au lieu de comparer tous les gènes des génomes versus les autres, on va orienter sur des gènes marqueurs qui sont souvent utilisés pour faire de la phylogénie. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces études, mais en 2006, donc, il y a Ciccarelli qui a publié, donc c'était 36 marqueurs phylogénétiques à l'époque, qui ont ensuite été enrichis à 40, qui sont censés être universels, c'est-à-dire tout le temps présents entre les bactéries, les archées et les eucaryotes. Et donc si on utilise ces marqueurs, on pourrait utiliser ces marqueurs pour faire de la comparaison, donc des distances entre les différents organismes, et ensuite savoir qui est le plus proche. C'est un peu ce que Morgan disait avec ses ancêtres, essayer de placer les génomes par rapport à ce qui est connu. Et donc de ce fait, on va avoir les plus proches voisins à chaque fois, et c'est ce qu'on a fait aussi. Donc là, c'est tout le process de A à Z, et maintenant je vais vous le montrer dans le contexte de MetaID. Donc, en 2012, il y a une mise à jour du catalogue. Au lieu d'avoir 3,3 millions de gènes, on en a eu 3,9 parce qu'on en a séquencé 396, alors qu'à l'époque, c'était 124 individus. Donc là, on a doublé le nombre d'individus et on converge plus ou moins vers un nombre de gènes qui sont censés être non redondants. Donc c'est 3,9 millions de gènes qui sont suffisamment différents entre eux pour qu'ils soient utilisés. Et donc les critères, je crois que c'était 95% d'identité sur 80% de la longueur. Si ces gènes ne passent pas ce critère, ils sont donc censés être différents. On les considère en deux versions différentes. Ensuite, on fait le clustering. Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes, mais en gros, ce que là je vais vous montrer, c'est la distribution des tailles des clusters. Donc, ici, ce graphe représente la taille des clusters qui sont générés. Donc, le plus petit cluster, c'est 3 gènes. Je vous expliquerai pourquoi c'est 3 qu'on a choisi. Et là, le plus gros, il fait à peu près 5600 gènes. Donc, ça, c'est le nombre de gènes qui est à l'intérieur des clusters. D'accord? Et là, vous avez les occurrences de ces clusters. Donc là, vous avez par exemple très peu de clusters qui ont 3 gènes et très peu de clusters qui ont 5600 gènes. Actuellement, je crois qu'il n'y en avait que 1 ou 2. Et donc là, vous avez une distribution qui semblerait bimodale. Vous avez énormément de clusters de petite taille et un deuxième pic de clusters de plus grande taille, mais moindre. Donc déjà, la question c'est, est-ce que nos clusters sont valides? Est-ce que ça a du sens? Parce que quand on fait de la bioinformatique, on a toujours un résultat. Mais est-ce que c'est un résultat qui est vrai, qui est concret? Donc, la manière de savoir
si c'est bon. Alors déjà, j'ai oublié de vous dire en combien de temps on l'a traité. Donc avec la méthode que je vous ai présentée, la méthode Canopy, on peut faire ce travail en moins de 5 heures avec une machine qui contient 8 CPU et 20 Go de RAM, ce qui est à peu près en fait les nouveaux ordinateurs portables. Donc ça veut dire que on peut faire ce genre d'analyse sur des flores aussi complexes avec un nombre de gènes de cette manière. Vous n'avez pas besoin d'avoir un très gros ordinateur. Même si vous avez besoin d'avoir un bioinformaticien qui installe l'outil, le lance et après voit. Mais vous pouvez aussi le faire si je vous prends 1 heure et que je vous montre quelles sont les étapes. Voilà. Maintenant, est-ce que ces clusters sont concrets? Est-ce qu'il y a du sens? Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a 115 échantillons qu'on n'a pas utilisés pour faire le clustering. On les a gardés pour la validation. Parce qu'en fait, on a testé une hypothèse. L'hypothèse de départ, c'est de dire des gènes sont coabondants, donc on les met ensemble. Et dans le jeu de données indépendants, s'ils sont effectivement coabondants, ils devraient également être coabondants dans ce jeu de données indépendants qu'on n'a pas utilisé. On a effectivement vérifié ça. Est-ce que l'hypothèse est vérifiée dans un jeu de données qui n'a pas été utilisé à la base? Complètement différent. Et pour plus de 90% de ces clusters, c'était le cas. Ça veut dire qu'on a des objets qui sont coabondants et tellement coabondants qu'ils sont même coabondants dans des jeux de données qu'on n'a pas utilisés à la base. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est effectivement des objets biologiques vrais, parce qu'on n'a pas regardé les fonctions encore. Mais c'est des clusters qui ont du sens par rapport à l'hypothèse, qu'on a validé donc. Et là, on constate qu'il y a effectivement deux distributions, des petits clusters, et là on a à peu près 6000, et des gros clusters. Et on a décidé de faire une séparation à 700 gènes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a décidé de dire qu'on va faire deux groupes, les gros clusters et les petits. Et les gros clusters ont plus de 700 gènes et on va les appeler potentiellement des espèces métagénomiques parce qu'on considère que ce qui est gros pourrait correspondre à des espèces. Et les petits, pour l'instant, on les appelle des clusters de gènes qui sont coabondants. Donc on les appelle CAG, enfin, ça sera MGS, espèces métagénomiques, et CAG. Et donc on va essayer de savoir à quoi correspondent ces deux entités, les petits et les gros. Donc en théorie, nous, on s'attend à ce que les petits, ça soit les phages, qui sont généralement plus petits, ou des plasmides, ou des mitochondries, et les gros, des bactéries, ou des archées, ou des eucaryotes. Donc on a essayé d'évaluer ça. Et comment on a évalué ça? C'est qu'on a essayé de voir le nombre de clusters qui sont enrichis en certaines fonctions. Alors là, on a essayé d'évaluer certaines fonctions. Les gènes essentiels à la vie bactérienne, les gènes d'origine plasmidique, des gènes phagiques, les transposases, des CRISPR et les glycosyltransférases. Ici, chaque point correspond à un cluster. Et ici, vous avez la distribution des tailles. Donc ça veut dire que, par exemple, il y a un cluster de 10 gènes qui est enrichi significativement en gènes essentiels. Et donc là, vous avez un cluster de moins de 10 gènes qui est significativement enrichi en glycosyltransférase. Et là, j'ai fait une simplification pour dire, ici, vous avez des fonctions essentielles à la vie bactérienne, bien que là, les gènes d'origine plasmidique, ça revient à les plasmides. Et vous avez des fonctions qui sont plutôt spécifiques et qui sont plutôt dans les éléments mobiles ou les phages. Et donc on constate que quand on met la séparation à 700 gènes, il y a effectivement plus de clusters qui sont enrichis dans les gènes essentiels et donc d'origine plasmidique, dans les gros clusters, et les petits sont généralement enrichis en gènes phagiques ou des gènes de transposons ou d'éléments mobiles. Donc là, ce qu'on avait pensé à la base commence à avoir un peu plus de sens. Effectivement, ça correspond à ce qu'on avait vu. Et donc là, on justifie ce qu'on avait dit comme étant les gros, c'est des espèces métagénomiques, et les petits, c'est des clusters de gènes coabondants, donc on les appelle CAG. Donc c'est important la séparation MGS-CAG pour la suite, parce que vous allez voir que on va avoir des réseaux entre les clusters et que la distinction MGS et CAG va devenir encore plus flagrante. Donc, en théorie, c'est qu'il y a les espèces métagénomiques et les CAG, qui sont donc des éléments mobiles. Et donc on se dit, ça serait intéressant de voir si on pouvait voir des dépendances entre des bactéries, par exemple, et leurs phages. Ça serait sympa d'avoir ces associations. Ou alors des bactéries avec leurs plasmides. Donc est-ce que c'est possible d'avoir ce genre d'informations? Donc là, on va arriver dans une autre notion qui sont les dépendances. Donc qu'est-ce qu'une dépendance? Alors là, je vous montre un exemple avec deux clusters. Donc le MGS 135, qui est donc une espèce métagénomique, la 135 pour l'instant, et le CAG 2350, qui est donc un cluster de petite taille. Donc un gros cluster, un petit cluster. Et les couleurs correspondent aux abondances. Donc ici, on a trié les échantillons
par rapport à leur abondance. C'est-à-dire que les gènes qui sont présents dans la MGS 135 sont absents chez la plupart des individus, sauf chez certains, où on voit qu'il y a une présence qui est détectée jusqu'à un certain niveau. Donc là, on l'a effectivement trié par rapport à cette MGS, en termes de nombre de gènes détectés, enfin leur abondance dans les échantillons. Et le petit cluster 2350, qui n'a pas le même profil. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été clusterisé avec l'autre. Mais il y a une sorte de règle. On constate que l'abondance suit plus ou moins la distribution de l'autre abondance. C'est comme s'il y avait une règle d'abondance, mais qui n'était pas systématique. Et donc la question, c'est d'essayer de comprendre quelle est cette dépendance. Non seulement ce petit cluster a tendance à avoir la même abondance, mais quand le gros cluster ici n'est pas là, lui non plus n'est pas là. Comme s'il avait besoin de l'autre pour être là, mais pas toujours. Donc quelle est cette dépendance? Et donc quand on va regarder les annotations taxonomiques, on constate que le petit cluster est enrichi en annotation Soterella-Wadsworth-Fencis. Et le gros cluster MGS135 est également enrichi en annotation Soterella-Wadsworth-Fencis. Et en plus, quand on regarde les contigues et les scaffolds, on constate que les gènes qui sont à l'intérieur de ce cluster sont connectés avec ce cluster au sein des contigues et des scaffolds. Ce qui veut dire que cet élément est connecté et dans la même molécule en fait que ce cluster, mais qui ne suit pas le même pattern. Comme si ces gènes, ils faisaient partie de cette espèce, mais pas toujours. Comme des éléments qui sont spécifiques à certaines souches. Et donc là, vous avez un premier niveau de dépendance. C'est que vous avez une dépendance qui est statistique et en plus qui est physique. Les deux choses dépendent l'une de l'autre et en plus, elles sont intégrées. Donc le petit est intégré dans le gros. Donc maintenant, je vous montre tous les autres qu'il y a pour cette espèce, tous les autres clusters qui gravitent autour de lui. Donc il y en a d'autres. Et on constate qu'on peut également voir que certains phages dépendent de ce gros cluster, mais en revanche, il lui n'est pas inclus dans le génome. Ça veut dire qu'en fait, les flèches qui sont pleines, c'est quand on voit une connexion physique par contigue ou scaffold. Mais quand il y a des pointillés, ça veut dire qu'on a juste une dépendance statistique, mais jamais aucun des gènes de ce cluster n'a été vu dans les contigues ou scaffolds. Comme si ce phage pouvait être relié à celui-là, mais qu'il ne s'était pas encore intégré, ou qu'on n'avait pas vu cette intégration à ce moment-là. Par contre, il y a certains phages, on voit que certains gènes sont dans, les contigues connectés à ce cluster. Donc, on peut penser que celui-là est un prophage, puisque certains de ces gènes sont inclus dans ce cluster. Et ce qui est encore... donc là, on voit que ceux qui sont notés en couleur bleue sont également Soterella-Wadsworth-Fencis, ce qui veut dire que sont effectivement de la même espèce. Certains, on ne sait pas ce que c'est du tout, aucune annotation connue, ce qui est en gris. Et d'autres, on voit qu'on a une association, qu'il y a des gènes dans ce cluster, dans ce petit cluster, qui sont enrichis en annotation CRISPR, comme celui-là sont enrichis en annotation de phage. Et on constate que ce cluster est anticorrélé à celui-là. Quand les CRISPR sont inclus dans ce cluster, le phage n'attaque pas ou n'est pas présent. Donc là, on a une dépendance des phages par rapport à l'espèce, des CRISPR par rapport à l'espèce, et l'anticorrélation attendue entre un CRISPR et un phage. Donc là, c'est un cas particulier, on affiche les dépendances, mais comme je vous ai montré, c'est qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et il se trouve que la majorité des choses qu'on a vues, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et voilà, on a toutes les dépendances que l'on a à noter. Mais il se trouve qu'il y a du sens quand même, dans le sens où quand on va regarder les annotations, c'est toujours l'annotation correspondante. C'est-à-dire qu'on n'a pas deux espèces à chaque fois différentes. On n'a pas deux phylums différents. Il y a toujours une cohérence en termes d'annotation. Donc là, par exemple, la couleur orange correspond au firmicute. Donc là, on arrive au niveau largement supérieur. Mais au niveau des genres et des espèces, c'est la même chose. Et donc on voit des relations, plein de relations de ce type. Je ne vais pas rentrer dans toutes les relations. Il y a certains cas particuliers qui font que ça devient des histoires un peu plus biologiques intéressantes. Et on a eu du mal à les comprendre d'abord, comme en fait des histoires de persistance. Parfois, certaines bactéries ont besoin de certains gènes pour mieux survivre. Et on voit ce genre d'association. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous donne juste un autre exemple avec Escherichia coli. Donc là, on a le cluster Escherichia coli. Et on a des petits clusters autour qui sont satellites. Et on constate qu'on a les plasmides, certains qui sont intégrés dans le génome dépendant de ce cluster, d'autres non intégrés. Et des clusters qui sont enrichis en facteurs de virulence
qui sont aussi dépendants de ce cluster. Donc ces gènes ne sont pas toujours présents dans l'espèce Escherichia coli. Ils le sont parfois dans certains individus. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces clusters ici sont des gènes connus d'Escherichia coli. Donc ils sont tous confirmés par rapport à ce qu'on connaît déjà. Ok. Donc maintenant, la reconstitution des génomes. Donc là, on a des clusters de gènes. Mais maintenant, est-ce qu'il est possible de reconstruire les génomes directement à partir des données métagénomiques? Donc là, je vais vous montrer ça avec un exemple. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de graphe. Donc c'est un dot plot. Donc c'est un alignement local des contigues d'un génome par rapport à un autre génome. Donc ici, on a aligné les fragments, les contigues, qu'on a réassemblés avec la procédure dont je vous expliquais avant, si vous vous en rappelez, du génome de Bifidobacterium animalis connu et du génome MGS 337. Et donc, en théorie, si l'alignement est parfait, si toutes les positions sont identiques entre les deux génomes, on devrait avoir un alignement parfait sur la diagonale. Et là, il se trouve qu'on a quasiment un alignement parfait sur la diagonale, avec un petit événement d'inversion. Et donc là, l'hypothèse, c'est que il y a eu un problème dans l'assemblage où on a eu une inversion. Alors, maintenant, je vais rentrer dans le détail. Pourquoi Bifidobacterium animalis? Alors, pour certains qui connaissent bien les yaourts, ils savent déjà pourquoi je parle de Bifidobacterium animalis. En fait, il se trouve que dans certains des produits laitiers, des yaourts, il y a des souches qui ont été ajoutées. Et dans un de ces produits que vous connaissez bien, qui s'appelle Activia, donc il y a le Bifidobacterium qui est ajouté, et c'est ce Bifidobacterium animalis, CNCM. Et donc il y a des individus dans notre cohorte qui ont mangé des Activia. Et donc ça fait partie du projet. On essayait de savoir si les produits laitiers, et donc ce produit-là, avaient un effet. Donc on a utilisé ce génome comme un benchmark, comme un test. Si on arrive à réassembler ce génome, puisque ce génome, je ne vous ai pas dit, mais il a été séquencé de manière complète, parfaite, couverture de sang, vraiment avec des étapes de PCR, ce génome-là, il est vraiment parfait. Donc c'est le benchmark ultime. Et donc, en alignant, on constate que 99,9% des positions qu'on a reconstituées sont identiques par rapport à ce génome, et qu'on a reconstitué 95% du génome. 95%, pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il y a 5% du génome qu'on ne peut pas reconstituer dans un contexte métagénomique. Et qu'est-ce que c'est? C'est généralement les transposases et les régions CDS. Parce que ce sont des régions qui sont particulières dans le sens où elles sont spécifiques parfois, mais surtout très conservées parmi tout le monde. Et les transposases qui se déplacent parmi les deux. Ce fait, quand on assemble, on aura effectivement une transposase, mais on ne les aura pas toutes séparées les unes entre elles. On les aura toutes en une seule. Et donc, les 5%, c'est donc une réunion de tous ces contigues en une seule région, et donc on perd énormément du génome. Et donc dans notre cas, c'est 5% du génome qu'on a perdu. Mais c'est 5% de transposase et de régions non spécifiques. Le plus chiant, c'est le CDS quand même. Mais bon, on a quand même 95% du génome. Et donc en évaluant la qualité des génomes qu'on a reconstitués, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y avait 6 critères de qualité. Pour dire, chaque critère sont passés. Là, ça veut dire que aucun des critères ne sont passés. Un seul est passé, jusqu'à 6 critères sont passés de qualité. Ça veut dire qualité, ce qu'ils appellent haute qualité de soumission. Quand vous faites un séquençage et que vous le soumettez, on appelle ces génomes des génomes de haute qualité. Et donc là, c'est le nombre d'occurrences de ces génomes reconstitués. Ça veut dire ici, par exemple, que nous avons à peu près 80 génomes que nous avons reconstitués qui ne passent aucun des critères. Ce qui veut dire qu'il y en a 80, on ne peut rien faire avec, théoriquement. Et après, j'ai rajouté une autre information, c'est par rapport à ce qu'on connaît. Est-ce que les génomes qu'on a reconstitués sont dans les banques de données publiques? Et donc j'ai utilisé le seuil de 95% d'identité par alignement pour dire c'est différent. Et donc on constate que il y a 250 génomes que nous avons reconstitués qui passent tous les critères, donc qui sont haute qualité. Et parmi ces 250, il y en a 200 qui ne sont pas connus encore. En tout cas au niveau de l'espèce. Donc maintenant la notation. Il y a des génomes de bonne qualité, donc c'est ces génomes que j'ai encadrés, et il y en a 200 pour lesquels les espèces ne sont pas connues. Par contre, ils peuvent être connus au niveau du genre, famille, etc. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les positionner par rapport à des taxonomies connues.
à des génomes connus. Et donc là, c'est des arbres phylogénétiques. Donc là, Dushko, il a tendance à dire à chaque fois que ça, c'est imbitable, on ne comprend rien, ce qui est vrai. Mais donc là, on a essayé de simplifier un peu la visualisation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des couleurs sur les génomes qui sont connus. Et on a mis du noir pour les génomes que nous avons reconstitués. Donc ce sont nos génomes reconstitués qui sont en barre noire. Tous les autres, les couleurs, c'est par exemple Firmicutes en orange, Bacteroidetes en bleu. Et déjà, on constate, et Proteobacteria en bleu ciel. Il y a énormément de Firmicutes dans les génomes qu'on a reconstitués, les barres noires. Et il y a énormément de Bacteroidetes. Ce qui est logique, puisque beaucoup d'études, notamment CESES, ont montré que la flore intestinale humaine était enrichie en phylum Bacteroidetes et Firmicutes. Et ensuite, on constate qu'il y a beaucoup de nos génomes qu'on a reconstitués qui se rapprochent des génomes qui sont connus, comme des Clostridium, des Butyrate producing, Aneurostipes, Bacterium. Donc on pourrait penser que selon l'endroit où on va se brancher, on serait au niveau de la famille, genre, etc. Mais plus intéressant, il y a certains génomes qui ne sont proches de rien du tout. Et même aujourd'hui encore, quand j'ai regardé les banques de données, il n'y a encore aucun génome séquencé proche de ces génomes. Donc la question c'est pourquoi actuellement il n'y a aucun génome isolé, séquencé, provenant donc de cette catégorie d'espèces. Et en plus, elles sont abondantes dans les individus, ce n'est pas quelque chose de rare. Parce que par la suite, je vais vous expliquer un des critères. Pour faire le clustering, il y a des limites. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut tout le temps. Il y a des limites, et donc on a mis des conditions. Et ces génomes, ce ne sont pas des génomes rares. Ils sont présents souvent. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est. Et je ne l'ai pas mis. Mais donc je vais vous le dire. Donc en fait, ces génomes, alors pour ceux qui connaissent un peu mieux, alors je ne l'ai pas mis là, mais il se trouve que les génomes qui sont les plus proches dans les Firmicutes, ce sont des génomes symbiotiques. Alors pour les experts, alors là je ne me rappelle plus trop, donc à l'époque de la thèse j'étais trop calé dessus, donc je peux vous dire, mais il y a des génomes qui, on sait, sont intégrés dans les cellules. Et donc ils sont intéressants dans le sens où ils sont un peu plus petits que la moyenne. Donc en moyenne, un génome bactérien fait 2 mégabases. Mais ces génomes, tous ces génomes qu'on voit ici, font 1 mégabase. En plus, quand on regarde les fonctions, ils sont sensiblement moins enrichis en fonctions qui codent pour les parois. Ce qui expliquerait pourquoi on ne les a pas séquencés à la base. Parce que déjà, si on veut les séquencer, donc les isoler et les cultiver, il faut aussi pouvoir cultiver la cellule dans laquelle ils sont contenus. Donc il faudrait garder cette relation entre l'hôte et donc ce génome qui est à l'intérieur. Donc ça c'est l'hypothèse, puisque pour l'instant on n'a pas vérifié, on ne peut pas le dire. Et en plus ils sont très loin de ce qu'on connaît, donc au terme de la notation, on est très loin, donc c'est très difficile. Donc nous tout ce qu'on a vu c'est que ça se branchait proche de ça. Et donc la seule façon de valider, ce serait qu'il y ait un biologiste qui vienne et qui décide, notamment un expert dans le domaine, de valider cette hypothèse. Et pour l'instant ça n'a pas encore été fait. Donc il y a du travail encore, si vous voulez, sur ces génomes. Bon, maintenant je vais passer à la suite parce que je suis en retard. Les limites de la méthode. Donc comme je vous ai dit, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut et il y a des critères. Comment faire pour reconstituer les génomes? Et donc la question c'est d'abord, dans combien d'échantillons et d'espèces doivent être présentes pour qu'on arrive à la clusteriser? Et donc ce graphe montre à droite la spécificité de la clusterisation. Ça veut dire que pour qu'une clusterisation soit 100% spécifique, il faut que tous les gènes qui sont à l'intérieur de ce cluster aient la même annotation. Et ici, je vous ai parlé de Bifidobacterium animalis comme le benchmark ultime, parce qu'on a la notation parfaite. Donc on a utilisé Bifidobacterium animalis comme test. En théorie, dans un cluster, il faudrait qu'on ait un enrichissement parfait de Bifidobacterium animalis pour évaluer, pour dire que le cluster est parfait. Ce qui veut dire que donc 100% ici, ça veut dire que tous les gènes qui sont présents dans ce cluster sont Bifidobacterium animalis. Et à gauche, ici, vous avez le nombre de gènes qui sont dans le cluster, entre 0 et 4000. Et là, vous avez le nombre d'échantillons qui contiennent Bifidobacterium animalis. Ce qui veut dire que si on prend un seul échantillon qui contient Bifidobacterium animalis pour faire la clusterisation, et qu'on en fait plusieurs, au lieu d'en faire une seule, on arrive à peu près à 80% de spécificité. Donc on n'est pas parfait. Si l'espèce n'est présente que dans un individu, dans toute la cohorte, alors on a cette marge d'erreur. 80% plus ou moins.
Mais moi, je peux vous dire que c'est encore pire parce qu'il y a certains cas où on va avoir des mélanges d'espèces, notamment quand c'est des espèces proches. Et quand on augmente le nombre d'échantillons qui possèdent cette espèce, on constate qu'on va converger vers 100%. Et on a à peu près 100% à 4 échantillons. Donc on a décidé de clusteriser que les espèces qui ne sont présentes que dans au moins 4 échantillons. Tous les clusters qui sont présents dans moins de 4 échantillons, on les a mis de côté, on ne peut rien en faire. Alors ils sont très intéressants, mais dans notre cas, on ne les a pas pris en compte parce que quand on fait des études d'association, tout ce qui est associé avec 3 individus, on ne peut rien en faire, quoi. Donc il faut prendre des associations qui sont avec beaucoup d'individus. Donc on a restreint notre problème ici à il faut que l'espèce soit présente dans au moins 4 échantillons. Donc ça veut dire qu'il faut déjà que vous séquenciez au moins 4 échantillons dans vos études si vous voulez faire la même chose. La deuxième question, c'est maintenant, de manière globale, combien faut-il d'échantillons pour avoir une bonne clusterisation? Même si l'espèce est présente en au moins 4 individus, combien au tout il faut que vous ayez d'échantillons, c'est-à-dire de zéro aussi, parce que le zéro c'est important. La présence c'est bien, mais les zéros c'est une autre forme de signature. Quand ce n'est pas présent, donc tous les gènes ne doivent pas être là, et ils sont utilisés pour la clusterisation. Et on constate que quand on a au moins 18 échantillons, alors on arrive à 100% de spécificité. Ça veut dire que quand vous faites du séquençage, votre espèce doit être présente dans au moins 4 échantillons, et en plus il faut que vous ayez séquencé 18 échantillons, au minimum. Et la dernière question, c'est la profondeur de séquençage. Elle a aussi un effet. Si vous avez une mauvaise profondeur de séquençage, vous n'allez pas voir tout. Vous allez voir, parce qu'en fait la couverture, ce n'est pas quelque chose de linéaire quand on fait du séquençage génomique, et métagénomique également, c'est plutôt sinusoïdal. Et donc si vous avez une profondeur de séquençage trop basse, vous n'allez pas avoir tous les gènes et la coabondance, la théorie de la coabondance va être rompue à cause de ce sous-échantillonnage de profondeur de séquençage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un sous-échantillonnage de rides. On a pris, au lieu d'avoir 11, donc là on a 11 millions, c'est le maximum. Imaginez un échantillon, on a fait 11 millions de rides. Et on a diminué petit à petit le nombre de rides. Et on a essayé de voir si dans la clusterisation ça a un effet. Et donc on constate que quand on diminue jusqu'à 700 000, pour l'instant on n'a aucun problème. Et que quand on arrive à 200 000 rides, là on a une chute de la spécificité. Et le nombre de gènes que l'on a clusterisé n'a plus rien à voir avec le nombre de gènes qu'il y a dans Bifidobacterium animalis. Donc là c'est toujours Bifidobacterium animalis. Et donc là normalement c'est 2000 gènes, puisqu'il fait à peu près 2 mégabases. On explose le nombre de gènes, donc on a regroupé plein de gènes qui n'avaient rien à voir. Donc là, on perd largement en spécificité. Donc il faut quand même que vous ayez un bon niveau de séquençage, qui ici est à peu près de 250 000 rides, ce qui n'est rien avec les nouveaux séquenceurs, pour que ça marche. Donc si vous avez moins de 250 000 rides, ça ne marchera pas. Donc, notre limite. Donc je vous ai dit qu'il y a certains cas où on va mélanger des choses. Et effectivement, les cas où on va mélanger les choses, c'est par exemple les symbiontes. Imaginez que ou alors vous avez des coabondances parfaites. Deux bactéries doivent être l'une et l'autre présentes pour survivre. Si une des deux n'est pas là, l'autre va mourir. Et de ce fait, si on applique notre méthode, on va à la fin avoir, au lieu d'avoir un cluster d'une espèce, on va avoir un cluster de 2 espèces qui sont coabondantes. La règle est toujours valide. Mais c'est 2 choses différentes. Et donc c'est ça le danger. Et là, je voulais illustrer par un exemple que je trouvais sympa, parce que en fait, j'ai un cluster qui ne correspondait à aucune bactérie connue, Firmicutes, Bacteroidetes, etc. Et il se trouve qu'en fait, c'était une eucaryote. Et donc quand je regarde ce cluster, donc je trouve ça marrant parce que le nombre de gènes est largement inférieur au nombre de gènes qu'il y a dans un eucaryote. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que c'est alors? Quel est le problème? Et donc je constate que parmi le signal, au lieu d'avoir un pur signal, il y a des petits sous-ensembles de signaux. Donc là, je ne vais pas le détailler, mais en gros, il est même possible de voir les différences au sein d'un génome. Corps génome, espèce, gène spécifique jusqu'à un certain degré. Donc on peut voir ce gradient de corps jusqu'à spécifique. Et il y a un petit sous-ensemble qui était vraiment différent du lot. Et quand j'ai regardé les annotations, l'eucaryote en question, c'était Blastocystis hominis. Et pour ceux qui savent, j'ai vu une publication qui disait que la plupart des gens avaient Blastocystis hominis, qui est en fait un parasite unicellulaire, qui est en général asymptomatique, qui est présent à peu près dans 50% de la population. Et ça a été fait avec des études 18S. Et en fait, le génome est tellement gros
qu'avec ma méthode de clusterisation, je clusterise des gènes, mais je ne les ai pas tous, parce que la couverture n'est pas suffisante pour les avoir tous. Ce qui veut dire qu'une bonne profondeur de séquençage, ça marche bien, mais il y a certains cas où ça ne marchera pas très bien, notamment si le génome est énorme, comme les génomes eucaryotes. Et donc on risque d'avoir un sous-ensemble des gènes, pas tous. Et la chose intéressante dans Blastocystis hominis, c'est qu'il y a des organelles, comme les cellules eucaryotes qui ont des mitochondries, sauf que lui, je ne connaissais pas, mais il en a un qui s'appelle un hydrogénosome. C'est une sorte de mitochondrie, ce n'est pas une mitochondrie. Et donc là, il y a une photo que j'ai vue qui montre en fait la cellule eucaryote Blastocystis hominis avec son hydrogénosome. Et donc là, ces deux ensembles étaient mélangés dans un cluster. Certes, l'hydrogénosome est inclus dans le génome, donc il est mis avec, mais c'est quand même quelque chose de différent. Et donc, en revenant sur le cluster et en voyant le signal, j'ai pu le voir comme ça, parce que j'ai vu une anomalie. Donc là, la méthode a ses limites, mais en même temps, la correspondance est tellement puissante, surtout si vous faites beaucoup d'échantillons, que vous pouvez voir ce genre de phénomène. Et ça devient encore plus intéressant pour les choses qu'on ne connaît pas. Si vous voyez des signaux qui sont très différents, alors celui qui a l'œil expert, comme ceux qui ont découvert l'hydrogénosome, je crois que c'était en 2000, pourra vous dire que c'est quelque chose de différent, qui ne correspond pas au chromosome de la cellule eucaryote. Et la dernière limite, c'est que forcément, le séquençage Illumina, ça coûte cher. Et donc moi, j'ai regardé les prix, mais en fait, Jordi m'a confirmé que c'était moins cher. Et en plus, ça évolue rapidement. Donc, si vous faites un séquençage Illumina comme on l'a fait dans Metaït, il faut que vous ayez du pair d'Henrid, avec à peu près 100 nucléotides de taille, un insert de 350, 50 millions de rides. Si vous avez ces paramètres, vous êtes totalement dans ce qu'on a fait dans une flore complexe de flore intestinale. Donc là, vous allez sûrement y arriver si vous faites des flores avec une complexité inférieure, sûrement. Donc ça coûte à peu près 2000 € quand j'ai regardé, mais apparemment c'est à... C'est en fonction de où c'est séquencé aussi. Voilà. Donc si vous le faites au BGI par exemple, et qu'en plus vous autorisez qu'il soit collaborateur sur votre papier, là vous allez battre tout le monde. Et ça ne va pas vous coûter très cher. Mais ça reste très cher comparé au séquençage CESES. Donc là j'ai essayé de voir les prix, mais c'est difficile. Et 35 € par échantillon. Voilà. Donc, si vous voulez faire des études de flore, le CESES reste quand même une meilleure solution. Bien sûr, vous allez voir que les bactéries, les archées, et encore vous allez avoir du mal avec certaines archées apparemment, mais c'est quand même une solution qui est intéressante. Et moi je pense, c'est qu'il serait peut-être avantageux de faire une combinaison des deux. On séquence du CESES, on voit la variabilité qu'il y a au sein des échantillons, on constate qu'il y a certains échantillons qui se ressemblent plus ou moins, ou certains qui ont une diversité qui ne nous intéresse pas. Donc on va se concentrer que sur ceux qui sont intéressants. Et donc on va séquencer que ceux-là, qui va permettre de réduire le... Donc voilà.